Bonjour et bienvenue aux rencontres des maladies rares, Rares 2021, organisées par la Fondation Maladies Rares. Je suis Marc Imbert, je suis pneumologue à l'assistance publique hôpitaux de Paris à l'hôpital Bicêtre et responsable du centre de référence de l'hypertension pulmonaire et de la filière des maladies pulmonaires rares, Respifil. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, avec des collègues extrêmement intéressants dans leur domaine très varié, pour discuter d'un sujet fondamental pour les maladies rares et au-delà, comme on va le voir aujourd'hui, intitulé « De l'ADN à l'ARN, quelles innovations thérapeutiques pour les maladies rares ?» Donc aujourd'hui, nous avons des personnes d'horizons variés, des pédiatres, des industriels du médicament, des responsables de grandes associations de patients, des chercheurs et des médecins responsables de centres de référence maladies rares, respiratoires, hématologiques, pulmonaires. Donc on a vraiment beaucoup de diversité et cela devrait aboutir à des discussions très intéressantes. Nous avons également accès à vous tous et n'hésitez pas à nous poser des questions pour enrichir le débat qui suivra les différentes présentations. Donc sans plus d'introduction, je vais présenter la première oratrice, qui est donc le professeur Marianne de Montalembert, qui est pédiatre à Necker et responsable du centre de prise en charge des maladies du globule rouge, dont la drépanocytose. Et donc aujourd'hui, nous allons voir avec le professeur de Montalembert le thème « De l'ADN à l'ARN, quelles innovations pour la drépanocytose ?» Alors on est très impatient de vous écouter parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés, en particulier au début 2021, avec un article qui nous a tous impressionnés dans le New England Journal of Medicine. C'est à vous. Merci. Merci beaucoup et également à la Fondation Maladies Rares de donner donc la parole à l'équipe qui prend en charge les patients drépanocytaires à l'hôpital Necker, Slimane Alali et moi-même. Quand j'ai reçu le titre de l'ADN à l'ARN, quelles innovations pour la drépanocytose, je dois dire que j'étais un peu perplexe. Et puis, je me suis dit, on va chercher les mots-clés, maladies rares, maladies génétiques et drépanocytose. Alors, je vais tout de suite commencer par dire que la drépanocytose n'est pas une maladie rare puisque c'est une des plus fréquentes des maladies génétiques dans le monde, avec la thalassémie. 200 000 à 300 000 naissances d'enfants drépanocytaires chaque année en Afrique, 100 000 patients drépanocytaires aux États-Unis. En France, en 2019, 586 nouveau-nés atteints de syndrome drépanocytaire majeur, ce qui fait que la drépanocytose concerne une naissance sur 1300 naissances. C'est donc pas strictement parlant une maladie rare. On estime qu'il y a 30 000 patients atteints de syndrome drépanocytaire majeur vivant sur le territoire français. Et si je peux me permettre, des apports financiers et des subventions financières qui ne sont pas du tout en regard avec la fréquence de cette maladie. Donc maladie rare, ça tombait pas très juste. Maladie génétique, alors là, j'avais le choix. J'avais le choix et très arbitrairement, j'ai choisi 3 dates qui me semblent sceller les relations entre la drépanocytose et la génétique. La première date, c'est 1949. En 1949, James Neal va découvrir la transmission génétique de la maladie. Et puis la même année, Linus Pauling, je vous l'ai fait figurer parce que j'aime bien son image avec le petit béret, je trouve que c'est sympa, identifie la drépanocytose comme une maladie avec une caractéristique génétique et la présence de l'hémoglobine S. C'est fondamental. C'est fondamental et ça va permettre, ce que l'on a tous appris pour tous ceux qui ont fait médecine à l'école, la drépanocytose, c'est l'obstruction des vaisseaux par des globules rouges falciformés. Falciformés parce qu'il y a une polymérisation de l'hémoglobine S en situation de manque d'oxygène. C'est évidemment tout à fait vrai, mais c'est tout à fait insuffisant. Parce que s'il y avait que ça, les malades seraient tous ressemblants. Or, ils sont tous différents. Et puis, c'est insuffisant parce que le globule rouge, l'hémoglobine S met à peu près 3 à 10 secondes à polymériser. Or, le globule rouge quitte le capillaire au bout d'une seconde. Donc, ça tombe pas juste. Et puis, c'est insuffisant parce que, en fait, si on avait que ça, il n'y aurait pas beaucoup de solutions thérapeutiques à apporter, puisqu'entre 1949 et les premières années de 1990, il ne s'est pas passé grand-chose sur le plan thérapeutique. Et puis, au début des années 90, on va avoir l'hydroxyurée, appelé aussi hydroxycarbamide, cyclosidréa.
qui va susciter la production d'hémoglobine fétale. Et les molécules d'hémoglobine fétale font éponge entre les molécules d'hémoglobine S et font que le globule rouge ne falciforme pas. C'est donc une avancée fondamentale. La deuxième date que j'ai choisi de sélectionner, toujours arbitrairement, c'est 1993, parce que c'est la première publication d'une souris transgénique. C'est la souris SAD qui a été mise au point par Yves Bezard. Elle ne s'appelle pas SAD parce qu'elle est triste, elle s'appelle SAD parce qu'elle a une hémoglobine S et une hémoglobine D-Pendjab. Et là, c'est l'explosion. Parce qu'en fait, on va commencer à comprendre que l'occlusion vasculaire, ce n'est pas une cellule responsable, le globule rouge, mais c'est un gang de malfaiteurs. Et dans le gang, il y a les globules blancs, les plaquettes, l'endothélium activé. À partir de ce moment-là, on va beaucoup mieux comprendre la drépanocytose et on va pouvoir offrir des voies thérapeutiques totalement innovantes. Et un des médicaments qui est le plus up-to-date aujourd'hui, qui est le plus étudié, c'est le crizanlizumab, qui fait rien du tout sur le globule rouge en pratique et qui est un anti-P-sélectine. La troisième date que j'ai toujours très arbitrairement choisi de retenir, c'est 2017, la publication par l'équipe d'Alain Fischer, par Marina Cavazana et Jean-Antoine Ribeil, du premier succès remarquable de thérapie génique d'un enfant drépanocytaire. J'en parle d'autant plus que c'était un de mes patients. Voilà l'équipe. Alors dans l'équipe, vous reconnaissez le fondateur de la souris SAD, Yves Bezard, avec son compère Philippe Lebouche. Ce sont ceux qui ont quand même totalement mis le pied à l'étrier pour mettre au point cette thérapie génique qui va être secondairement, qui va être développée par Marina Cavazana et Jean-Antoine Ribeil. En haut à droite, il y a Emmanuel Payen. On parlera plus tard de la thérapie génique pour arriver au fait qu'en 2021, on a une maladie où dans les pays à haut niveau de revenu, 98% des enfants atteignent l'âge adulte. Mais l'espérance médiane de vie reste de 50 ans, ce qui est tout à fait insuffisant, avec en plus une qualité de vie qui n'est pas bonne, avec une morbidité qui est tout à fait importante. Ce qu'on a compris, grâce à la thérapie génique, j'ai repris cette image parce qu'elle a été dessinée par mon collègue Slimane Alali, publiée dans Hématologica, où vous voyez le gang des malfaiteurs. Bon, bien sûr, il y a le globule rouge falciformé, mais vous voyez le leucocyte qui est adhérent à la paroi de l'endothélium activé, avec la relation avec la P-sélectine, et puis vous voyez les plaquettes, et autant d'éléments, autant de polymorphismes. Et donc, finalement, l'expression clinique d'une maladie drépanocytaire, c'est un agencement complètement imprévisible de tous les polymorphismes. Et quand on a une femme enceinte qui vous dit « Ah bon, j'attends un enfant drépanocytaire, est-ce que c'est grave, docteur ?» vous n'avez aucun moyen de lui répondre. Peut-être que son enfant ne sera pas malade, peut-être qu'il sera gravement malade et il n'y a pas de facteur prédictif précoce. Mais toutes ces voies thérapeutiques ont offert de tout à fait, toutes ces mises en évidence physiopathologiques ont offert des nouvelles voies thérapeutiques, résumées ici dans ce papier de Blood, l'année d'il y a 2 ans, il y a 1 an, et où on voit effectivement, bien sûr, les médicaments qui vont jouer sur le globule rouge, mais aussi les antisélectines, les médicaments qui vont jouer sur la coagulation, etc. En fait, dans le même papier, il y a un petit tableau que je trouve très bien fait. L'hydroxyurée, pour parler français, c'est le gold standard, hein, c'est le truc de base. Et grosso modo, 70% de mes patients sont sous hydroxyurée. Ça diminue la douleur, ça augmente le taux d'hémoglobine et ça joue sur pratiquement beaucoup d'organes. Je ne vous parlerai pas de la L-glutamine parce que l'Europe a estimé qu'il n'y avait pas assez de données d'efficacité. Mais il y a 2 molécules princeps, le voxelotor qui augmente l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène et c'est un anti-anémique. On ne sait pas si ça va diminuer la douleur. Puis le crizanlizumab, qui on l'a dit, est un anti-P-sélectine et qui diminue la douleur. Tous ces médicaments vont bien sûr améliorer la qualité de vie des patients, voire leur espérance de vie, mais ce n'est pas une guérison. Et en fait, on va arriver à la thérapie génique. L'équipe d'Alain Fischer avec Marina Cavazana va va sur le patient que je suivais faire une addition de gènes. Ils vont induire le gène AT87Q qui permet de produire une hémoglobine dite thérapeutique. Mais le problème de ces additions de gènes, c'est que d'abord il faut faire beaucoup d'additions et qu'ensuite il y a un phénomène d'insertion au hasard. Donc on va attendre également les techniques de gene editing qui vont soit corriger la mutation drépanocytaire elle-même, qui soit vont agir sur le répresseur de production d'hémoglobine fétale dont on a vu quand on a parlé de l'hydroxyurée que plus on avait d'hémoglobine fétale et plus la clinique de la maladie était atténuée.
Et donc voilà le papier du New England dont vous avez parlé. Il a été modeste, hein, Frangoul, parce qu'en fait, il a publié un thalassémique, un drépanocytaire, alors qu'il en avait déjà plusieurs en expérimentation. Donc l'idée, si vous le voyez à droite, c'est de monter l'hémoglobine fétale, ce qui est bien vu, parce que l'hémoglobine fétale, on la produit in utero, puis quand on réprime la production d'hémoglobine fétale pour faire de l'hémoglobine adulte, et on va avoir une technique guidée par la technique de CRISPR-Cas9. Donc, Frangoul va publier un cas de thalassémie, un cas de drépanocytose. La thalassémie, au bout de quelques mois, elle n'a plus besoin d'être transfusée. Et la drépanocytose, elle a autour de 50% d'hémoglobine fétale. Et en plus, de façon pancellulaire, il n'y a pas des cellules avec de la fétale et d'autres sans hémoglobine fétale. Non, elles ont toutes 50% d'hémoglobine fétale. Et c'est la preuve de principe, le proof of concept, que ça marche. Le grand congrès de la drépanocytose, c'est dans un mois. Donc, on n'a pas les dernières diapos. Ça, c'est des diapos du congrès de l'année dernière. Avec, à l'heure actuelle, il y a 40 malades qui ont été faits par cette technique de gene editing. La firme s'appelle Vertex. Et là, bon, ils sortent quelques thalassémiques. 7 thalassémiques. Il y a il y a un conditionnement myéloablatif, une sortie d'aplasie au bout d'un mois. Une toxicité qui est celle de la myéloablation, mais qui n'est pas pire. Et puis, des résultats spectaculaires puisque les patients sont sevrés de transfusion. C'est la même chose. Et puis pour la drépanocytose, là, ils exposent 3 cas. Je crois qu'ils en ont plus de 15 à l'heure actuelle. C'est pareil, il y a une myéloablation, il y a un mois pour sortir d'aplasie, puis après, on a une distribution pancellulaire de l'hémoglobine fétale. La question, c'est qu'on n'est plus dans une ère de quoi qu'il en coûte, et c'est le coût. Sur cette diapo, j'ai utilisé des prix qui étaient officiels au moment où j'ai fait la diapo. L'hydroxyurea, ça coûte à peu près 1 000 € par an. C'est pas possible en Afrique, mais c'est faisable dans les pays à haut niveau de revenus. Le voxelotor, c'est 100 000 $ par an. Il faut le faire quand même. Le crizanlizumab, ils ont diminué leur prix de moitié. Ils étaient à 100 000, ils sont passés à 50 000 $ par an. Une greffe, c'est 300 000 $. C'est ce qu'on demande si quelqu'un vient à Necker se faire greffer. Il faut qu'il dépose cash 300 000 $. C'est comme ça qu'on peut estimer que c'est 300 000 $, sans compter la cryopréservation, sans compter par contre la restauration de la fertilité après. Et puis voilà la thérapie génique, affichée par Bluebird Bio à 1 800 000 $. Donc, je crois que d'autres personnes vont en parler. Je n'ai pas les tractations qui ont lieu à Paris, mais celles qui ont lieu en Allemagne ont été publiées. Bluebird Bio a demandé 1 800 000 $. L'Allemagne a répondu 600 000 $. Bluebird Bio a dit non. L'Allemagne a proposé 700 000 $. Et Bluebird Bio a dit on quitte l'Europe. Donc, à l'heure actuelle, on se trouve dans une situation où il y a un traitement curatif qui a l'air bien toléré et qui n'est pas accessible. Ça va évidemment poser des questions financières, mais éthiques, scientifiques. Et on voudrait bien en finir. Et pour en finir, avec ce que m'a dit un petit garçon qui avait une dizaine d'années. Moi, ma drépanocytose, c'est une maladie génétique. Alors ça veut dire que c'est un gène qui me l'a donné. Alors je ne pourrai jamais en guérir. Merci beaucoup Marianne pour, je trouve, une présentation extrêmement pédagogique, très claire, avec une échelle historique qui montre l'explosion des connaissances, mais aussi l'accès à des technologies. Et tout ça, c'est grâce au partenariat entre patients, familles, aidants, chercheurs, médecins. Et c'est remarquable. Alors ensuite, il y a les financiers, et on en parlera tout à l'heure, mais c'est sûrement un des problèmes, et on aura l'occasion d'en parler. Mais merci beaucoup. Je trouve que c'était très accessible pour tous et en même temps très pointu. Donc merci, merci encore. On va passer tout de suite au deuxième orateur, mais on aura tout à l'heure une table ronde et ça nous permettra d'aborder des sujets transversaux entre tous. Donc c'est le docteur Dirk van der Meinsbrugge, qui est donc un collègue belge, qui est vice-président des affaires médicales sur les marchés internationaux développés chez Pfizer, donc un laboratoire important dans ce domaine, et qui est à la division des maladies rares, ce qui est quand même un point très important pour nous aujourd'hui. On est très reconnaissant, très touché que vous soyez là avec nous sur le plateau, parce que ce n'est pas la période la plus simple et on apprécie beaucoup cela. Donc votre thème aujourd'hui, c'est un thème qui est fondamental pour votre compagnie, mais pour l'humanité, comme on l'a vu récemment. ARN messager, quel futur dans les maladies rares? C'est à vous. Merci beaucoup.
Tout d'abord, un grand merci pour les organisateurs. Merci de l'invitation. C'est un vrai plaisir de voyager de Bruxelles ici à Paris. Ça fait déjà plus qu'un an que j'ai plus voyagé, donc c'est mon premier voyage après Covid. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être à Paris. Si je peux me permettre, tout d'abord pour expliquer un peu, quand on parle de thérapie génique, qu'est-ce qu'on entend? Donc, quand on parle de thérapie génique, qu'est-ce qu'on entend? Quelles sont les approches possibles? Je commencerai tout d'abord par au milieu. Il y a ce qu'on appelle le gene transfer, donc transfert de gènes. Donc, il y a plusieurs techniques. On peut utiliser une technique avec des adénovirus désactivés. On peut utiliser une technique avec des lentovirus déactivés. La différence entre les deux, c'est adénovirus, c'est une technique in vivo, tandis que la technique avec lentovirus, c'est une technique ex vivo. Mais le principe est le même. On ajoute un gène fonctionnel qui reprend l'activité pour le gène dysfonctionnel ou malfonctionnel. Ces approches sont en développement clinique. Il y a aussi déjà des applications cliniques qui sont accessibles aux patients. Une autre approche, c'est ce qu'on appelle inhibition d'ARN, donc RNA inhibition. Là, c'est vraiment éteindre le gène malfonctionnel. Là, il y a des applications qui sont déjà en clinique et aussi des approches qui sont en développement clinique. Une autre approche, c'est vraiment ce qu'on appelle gene editing ou même base editing. On est déjà au niveau de la base maintenant. Et là, il y a des études qui sont en cours et comme le professeur Montalembert a montré, il y a aussi des applications cliniques qui sont déjà accessibles aux patients. Okay. Je crois qu'il est correct de dire que ce sont des innovations qui sont vraiment des innovations de rupture, parce que ça représente quand même une approche ou une révolution sur les possibilités sur les maladies rares. Et on a vu aussi une croissance vraiment exceptionnelle sur le nombre d'études qui sont actives dans le domaine, que ce soit dans le gene transfert, que ce soit dans le gene editing ou que ce soit dans le RNA inhibition. Ces 5 dernières années, si on regarde au niveau global, on a vu une croissance de 30 à 40% sur les études en matière de thérapie génique. Je crois qu'intéressant aussi pour l'audience, c'est que cette croissance, c'est surtout aux États-Unis et en Asie. Cette croissance du clinique ne s'est malheureusement pas manifestée en Europe. Là, on a vu une croissance de 2 à 5%, donc vraiment à une échelle nettement inférieure de ce qu'on voit en Asie ou en Europe. Il y a des raisons, peut-être qu'on peut aborder lors de la discussion ou de la table ronde. Alors, quel est le rôle ou l'intention de Pfizer dans le domaine thérapeutique? C'est un slide qui est assez occupé, je m'excuse. Mais on a démarré, c'est vraiment une stratégie qu'on appelle une stratégie on construit, on achète aussi et on a établi des partenariats avec plusieurs sociétés, que ce soit des biotech, que ce soit des centres académiques. On a démarré nos efforts déjà en 2014 avec une collaboration avec Spark dans le domaine de hémophilie A, mais aussi une collaboration avec King's College à Londres. Actuellement, nous sommes, il y a 3 molécules qui sont dans une stade avancé, c'est-à-dire phase 3, 2 programmes en hémophilie A et hémophilie B, et un programme en Duchenne. Il y a aussi 2 programmes qui sont en phase 1, programme en Wilson disease et un programme pour une maladie rare, extrêmement rare en neurologie. Mais avec des programmes précliniques qui sont aussi très importants et on espère pouvoir mettre à disposition des patients des thérapies géniques à partir de 2025, une molécule par an, c'est l'ambition. Donc quand même un effort assez important. Je tiens à souligner une collaboration qui est très très importante ici en France aussi, où on a entré en collaboration avec une société Vivette, basée ici à Paris, où on a un programme de développement ensemble dans la maladie de Wilson, et où on a aussi une collaboration avec l'Institut de myologie à Grenoble, où on utilise leur plateforme pour tester des nouvelles molécules en tout ce qui est non seulement Duchenne, mais aussi myotonie. Okay. Donc des collaborations très importantes ici en France aussi, qui je crois est quand même un signe de la connaissance et l'expertise qui existe ici en France, non seulement au niveau académique, mais certainement aussi au niveau biotech. Alors, sur le sujet, alors quel pourrait être le rôle du messager ARN dans la maladie rare? Permettez-moi d'abord un petit slide sur ce qu'on a fait sur le vaccin, qui est quand même
un développement, un parcours assez remarquable, non seulement pour Pfizer et notre partenaire de biotech, mais aussi d'autres sociétés comme Moderna et autres. On a dosé, on a injecté, on a vacciné les premiers patients en mai 2020. En mai 2020. Et dans la même année, en décembre, parfois on dit un cadeau de Noël, IMA, l'Agence du médicament européen, a donné un avis favorable pour pouvoir enregistrer le vaccin, comme un parcours assez remarquable et avec une vitesse sans aucune précédente. Alors, notre ambition, ce n'est pas de se limiter ou d'utiliser la plateforme d'ARN pour développer des vaccins ou pour améliorer encore. On fait toujours des études en Covid sur des populations bien ciblées, des jeunes, des enfants, etc. On fait aussi des développements pour regarder comment, sur l'utilité d'une 3e dose ou même une 4e dose. Ce sont des études qui sont en cours. Mais on va aussi regarder l'utilité d'une plateforme pour d'autres types de vaccins, comme la grippe ou autres maladies infectieuses. Et donc, il y a certainement une opportunité, enfin, je ne dirais pas une opportunité, mais une opportunité pour améliorer les vaccins existants. Alors, quelle est l'utilité ou le potentiel d'ARN en maladies rares? Il est vrai que beaucoup de maladies rares sont dues à une expression fautive, si je peux le dire, d'un gène qui ne fonctionne pas ou qui est dysfonctionnel, avec des protéines qui sont formées et qui provoquent des maladies, et souvent des maladies rares. Avec l'ARN, avec le messager ARN, avec la plateforme, on a l'opportunité de pouvoir utiliser la technologie pour pouvoir faciliter la production de protéines, je dirais, normaux, qui pourraient donc réinstaurer une physiologie normale chez le patient avec le dysfonctionnement existant. Donc, non seulement en maladies rares, mais il y a aussi certainement aussi un potentiel en oncologie, dans ce qu'on appelle immuno-oncologie, où on va aussi explorer l'opportunité des ARN, qui était d'ailleurs le premier objectif du plateforme messager ARN. Et donc c'est aussi une piste qu'on va continuer à développer. Voilà. Alors c'est vraiment une nouvelle stratégie, c'est une nouvelle plateforme sans aucune application clinique à ce moment, mais c'est vraiment une plateforme qu'on est en train d'élaborer, d'investiguer, d'étudier. Mais bien sûr, il y a des avantages et des obstacles à surmonter aussi. Je vous ai cité quelques avantages potentiels ainsi que des obstacles à surmonter. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque d'intégration dans l'ADN génomique. Donc, c'est un avantage clair. C'est aussi une technologie, une plateforme qui nous permet d'avoir une expression ajustable, c'est-à-dire très précise pour certains gènes protéines. Et la modulation du système immunitaire est aussi beaucoup plus facile. Un autre avantage que je n'ai pas cité sur le slide, c'est que certains gènes sont sont tellement grands qu'ils sont très très difficiles à encapsuler dans un virus, adénovirus. Et donc, par exemple, Duchenne, on a maintenant des programmes de développement dans Duchenne, mais on n'utilise pas l'entièreté du gène, on utilise une microdystrophine, on utilise une partie du gène, parce que le virus désactivé ne nous permet pas d'encapsuler le gène entier. Là, c'est une plateforme avec ARN, on a la possibilité d'utiliser l'ARN pour pouvoir exprimer la protéine entière. Donc, de nouveau, c'est théorique, c'est exploratoire, ce n'est pas encore en clinique, mais c'est certainement une piste qu'on va explorer de façon approfondie. Les obstacles à surmonter, vous savez très bien que l'ARN, tel qu'il est utilisé maintenant, on utilise des particules lipides, des nanoparticles, ce qu'on appelle ça en anglais, mais ça pose un problème de stabilité. Donc il faut surmonter ces problèmes d'instabilité. Il y a aussi des problèmes d'immunogénicité potentielle qu'il faut aussi adresser, mieux comprendre et espérons-le, surmonter. Et comment peut-on trouver la délivrance optimale de l'ARN? Parce qu'il y a certainement les nanoparticles lipidiques, mais il y a aussi autres programmes, autres vecteurs qu'on peut potentiellement considérer. C'est aussi en phase de recherche. Donc, les principaux outils, ou les outils technologiques sur lesquels on fait de la recherche actuellement, c'est sur la formulation.
est-ce qu'il y a d'autres matériels de délivrance qu'on peut envisager pour délivrer l'ARN, autres que les lipides lipidiques? Et sur la conception, parce qu'il faut non seulement, avec l'ARN vaccin, on adresse des cellules immunitaires. Ici, on doit essayer de pouvoir transmettre l'ARN dans l'organe cible, ce qui est tout à fait une autre technique, et ça doit être mieux compris et étudié. Et bien sûr, il y a tout ce qui est fabrication, assurer la bonne qualité, l'agilité et pouvoir éteindre une échelle suffisante pour pouvoir produire les ARN. Donc voilà une petite introduction pour dire que la thérapie génique est en évolution extrêmement rapide. C'est une innovation vraiment de rupture, mais ça va au-delà de gene transfer, ça va au-delà de gene editing, ça va au-delà de gene silencing. Avec l'ARN, on a maintenant toute une nouvelle plateforme qui ouvre quand même des perspectives importantes pour les patients. Merci beaucoup pour là encore une présentation très progressive avec en plus l'histoire du développement du vaccin contre la Covid qui est quand même un exploit industriel et scientifique de l'année. Merci aussi de l'avoir fait parce que c'est grâce à ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Et merci aussi de développer des solutions potentielles pour les maladies rares et on aura l'occasion d'en parler tous ensemble dans quelques instants. Donc on passe maintenant au troisième orateur, donc Monsieur Frédéric Reva, qui est le directeur du Généton. Donc merci d'être là, vous aussi, c'est vraiment un honneur que vous soyez avec nous et très important, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent, de voir à quel point vous êtes impliqués dans l'innovation, le développement et la recherche pour des solutions pragmatiques pour les patients. Donc vous allez nous parler de traitement de thérapie génique pour les maladies rares, avancées et perspectives. Merci encore. Merci. Alors, je voudrais remercier la Fondation pour l'invitation à venir parler aujourd'hui. La thérapie génique a représenté au cours des dernières années une révolution pour le traitement d'un certain nombre de maladies rares. Et à partir des maladies rares, s'est construit également un certain nombre de réussites, s'est construit un certain nombre de réussites pour les maladies fréquentes, en particulier les cancers. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était illustrer les enjeux et l'histoire aussi de la thérapie génique au cours de ces dernières années à travers les activités de Généton. Généton, qui a 30 ans, qui a été un des premiers acteurs dans le domaine de la thérapie génique, hein, puisque nous avons commencé la thérapie génique en 1997, à une époque où finalement peu croyaient dans les potentialités de l'approche. Il n'y avait pas de société pharmaceutique, il y avait pas de, on parlera des questions de financement, hein, il n'y avait clairement pas de financement disponible pour développer cette approche. Et donc, à travers cette longue histoire et notre long périple et nos résultats aujourd'hui dans le domaine de la thérapie génique, je voulais illustrer un peu les questions qui se posent à nous. Alors, Généton, il faut commencer par le début. Généton a été créé par une association de patients qu'on connaît bien en France, hein, c'est la FM Téléthon, l'Association française contre les myopathies, qui a organisé le premier Téléthon en 1987, qui est né en 1958, hein, mais qui organise le premier Téléthon en 1987, et qui, grâce au succès des Téléthons successifs, se trouve en position pour mettre en place une politique de recherche et de développement et qui, depuis le premier Téléthon, a investi 1,3 milliard d'euros dans le domaine de l'innovation pour les maladies rares, dont à peu près la moitié dans le domaine de la thérapie génique. Et on peut dire que pendant toutes ces années, l'AFM a véritablement joué le rôle d'investisseur risqueur, hein, a pris les risques, ne s'est pas contenté de développer des approches connues et éprouvées et dont on connaissait les limites, mais véritablement a pris des risques pour développer ces approches innovantes que sont la thérapie génique, mais également en parallèle la thérapie cellulaire. Et ces investissements ont permis... Alors, 1,3 milliard, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup d'argent dans l'absolu. Alors, si on compare ça au budget d'une société pharmaceutique, alors je ne connais pas celui de Pfizer, mais enfin, société pharmaceutique de la taille de Pfizer, le budget de R&D annuel doit être de l'ordre de, je sais pas, 5 à 8 milliards
un peu plus même, 5 à 8 milliards. Donc c'est un budget qui est significatif, qui est néanmoins bien plus faible par rapport aux moyens de l'industrie pharmaceutique. Alors, Généton, alors on a une slide un peu chargée, mais enfin, je pense que ceux qui nous suivent à travers leur écran la voient en détail. Hein. Généton créé en 1990, un centre de recherche et développement intégré à but non lucratif. Donc, notre objectif est bien de découvrir des médicaments, mais sur un modèle non lucratif. On a été pionnier dans le domaine de la thérapie génique, hein, puisqu'on a commencé la thérapie génique en 1997, après avoir établi les premières cartes à haute résolution du génome humain, hein, qui sont des outils absolument clés pour la découverte des gènes responsables des maladies rares. Et aujourd'hui, c'est un large portefeuille de produits et de technologies dans le domaine de la thérapie génique. Alors, euh, les dates, hein, 90 la création, 92 écart du génome humain, 97 le démarrage de la thérapie génique, 2006 nos premiers pas dans le domaine de la bioproduction, parce que quand on parle de thérapie génique, on parle du manufacturing, de la production des entités qui sont aujourd'hui les plus complexes dans l'arsenal thérapeutique. Et dès 2006, on a bien ressenti le besoin de développer des capacités de bioproduction, parce que sinon, on était persuadé qu'on en resterait au stade du traitement des souris et des rats, mais que pour arriver au stade du traitement et des essais cliniques, il nous fallait nos propres capacités de bioproduction. Alors, quelques éléments clés, hein. Aujourd'hui, il y a un produit sur le marché pour le traitement de la myotrophie spinale de type 1, qui a véritablement changé la prise en charge de la myotrophie spinale de type 1, qui est Zolgensema, commercialisé par Novartis, mais qui s'appuie sur des brevets et des travaux qui ont été faits à Généton. Le Lumevoq, un produit pour la neuropathie optique de Weber, une maladie du nerf optique qui est portée par la société Gensight, mais auquel nous avons largement contribué pour le démarrage de l'essai clinique et les premiers pas en clinique. Aujourd'hui, ce sont 10 produits qui sont en essai clinique issus de notre recherche, auxquels nous avons collaboré. Ce sont 8 produits qui vont rentrer en essai clinique. Alors, qui vont rentrer en essai clinique si nous avons les moyens suffisants, parce que la question des moyens et des financements est importante, hein, dans les 5 ans. Et puis, ce sont des accords avec un certain nombre des acteurs majeurs du domaine de la thérapie génique. Aujourd'hui, donc, un accord avec Novartis, un accord avec Roche à travers Spark, un accord avec Sarepta dans le domaine de la myopathie de Duchenne, un accord avec la société japonaise Astellas à travers Audentes pour le produit sur la myopathie myotubulaire, un accord avec Orchard, et je pourrais en citer d'autres. Alors, j'ai mis là les essais cliniques qui sont en cours, hein, issus de nos travaux. Alors oui, c'est écrit en un peu petit, mais enfin, ça manifeste de la longue liste. Donc, dans le domaine des maladies neuromusculaires, donc le produit pour la myotrophie spinale infantile, un produit sur le marché. Pour la myopathie myotubulaire, une phase clinique qui est en cours sur un produit issu de nos travaux. Pour la myopathie de Duchenne, un essai clinique dont nous sommes les promoteurs. Nous avons déposé une demande d'autorisation il y a quelques semaines pour une maladie, une myopathie des ceintures à FKRP en France, en Angleterre, dans les pays scandinaves. Un essai qui est en cours avec la société Spark pour la maladie de Pompe. Donc ça, c'est des traitements in vivo, hein, maladie du nerf optique, je l'ai dit, le Lumevoq en cours d'enregistrement. Un produit pour une maladie du foie, la maladie de Crigler-Najjar, dont nous sommes promoteurs en Europe, un essai multicentrique. Et puis dans la partie ex vivo, puisque nous travaillons à la fois sur la partie in vivo et la partie ex vivo, un traitement qui se termine pour la maladie de Wiskott-Aldrich, un traitement pour la granulomatose chronique, un traitement aujourd'hui qui est en développement pour l'anémie de Fanconi, auquel nous avons contribué, un traitement pour les immunodéficiences sévères liées à l'X, un essai clinique en cours aux États-Unis, et puis pour une maladie extrêmement rare qui est une immunodéficience liée aux radiations, dite aussi la maladie Artémis. Et puis nous avons aussi contribué à un essai qui est en cours pour la drépanocytose. Notre structure, hein, elle est vraiment, on a au cours du temps adapté notre structure aux enjeux qui sont ceux de la thérapie génique. Donc on a une centaine de scientifiques qui travaillent spécifiquement à la conception de stratégies thérapeutiques pour un ensemble de maladies, maladies neuromusculaires, maladies du foie, maladies du sang,
on l'a vu, et toute cette partie conception, mise au point chez l'animal, elle s'appuie aussi sur le fait que nous ayons une unité INSERM qui soit intégrée dans nos effectifs à Évry. Et puis il y a cette partie extrêmement importante qui est celle du développement CMC. Alors, développement CMC, c'est tout le développement produit, hein, donc toute cette capacité à produire les médicaments, la mise au point des méthodes de production. Ces traitements de thérapie génique sont à base de virus recombinants, qui sont à nouveau les structures moléculaires les plus complexes injectées aujourd'hui, administrées aujourd'hui à des patients. Quand nous avons commencé, alors évidemment, oui, il était possible de produire des virus recombinants à petite échelle sur la paillasse, mais la montée en échelle est véritablement un enjeu fondamental, qui est un facteur de coût. Et aujourd'hui, les méthodes de production existantes sont des méthodes qui restent peu robustes, qui restent des méthodes chères, et il y a un véritable enjeu sur l'innovation dans le domaine de la bioproduction. Il est clair qu'aujourd'hui, développer un savoir-faire, des innovations de rupture, de la propriété intellectuelle dans ce domaine-là est clé pour permettre d'avancer dans le domaine de la thérapie génique. Et puis, on a notre propre structure clinique et réglementaire avec des experts qui sont véritablement dédiés au développement, la mise en œuvre d'essais cliniques internationaux en thérapie génique sur des maladies rares. Et véritablement, l'expertise là, elle est très différente de développer un produit pour une maladie qui va concerner quelques dizaines de patients en Europe, avec des produits comme les produits de thérapie génique. C'est très différent de faire le développement d'un nouvel antidépresseur, par exemple, ou un anti-hypocholestérolémiant. Bon, enfin, un hypocholestérolémiant. Donc, on est là sur une expertise extrêmement pointue qu'on a développée au cours du temps. Alors, évidemment, pour faire ça, on ne le fait pas seul dans notre tour d'ivoire à Évry. Il faut s'entourer et collaborer avec les meilleurs, hein, que ce soit dans le domaine amont, toute la partie discovery, innovation. Et voilà, nous, notre objectif, c'est véritablement d'aller chercher, d'aller collaborer avec, en France, en Europe, aux États-Unis, au Japon, les meilleurs collaborateurs, à la fois dans le domaine des pathologies qui nous intéressent, et puis tous ceux qui peuvent apporter des technologies, des savoir-faire, qui peuvent contribuer à développer des produits. On a cette compétence dans le développement, et on a aussi un certain nombre de groupes qui viennent nous voir avec des produits qui sont aujourd'hui voilà, encore dans une phase de développement très précoce chez Animal, et qu'on accompagne pour amener les produits jusqu'en clinique. Et puis, on s'appuie aussi sur des centres experts pour le développement clinique, hein, pour toutes nos maladies neuromusculaires. On travaille avec des centres cliniques internationaux, mais en France, à Paris, c'est avec iMotion, hein, qui a été aussi créé un centre de développement clinique pour les maladies rares, pour les maladies neuromusculaires, créé par l'AFM à l'hôpital Trousseau, qui dépend de l'Institut de myologie que vous avez cité tout à l'heure. Mais c'est aussi avec des centres cliniques en Europe et aux États-Unis. Et puis, évidemment, on a créé cette plateforme de production. Elle est importante. Cette plateforme de production, aujourd'hui, elle est critique. L'accès à des capacités de production est importante pour arriver jusqu'en clinique. Et on a créé en 2016 cette structure Hyposchésie, hein, appuyée sur notre expertise dans le domaine, qui est aujourd'hui une des plus grandes structures en Europe pour la production de médicaments de thérapie génique pour les maladies rares, et la production soit de vecteurs AAV, soit de vecteurs lentiviraux. Justement, Hyposchésie, j'en dis deux mots, hein, mais c'est un élément important de l'écosystème sans lequel nous ne pourrions pas amener l'ensemble de ces produits jusqu'en clinique. Hyposchésie, donc créée sur la base d'un bâtiment qui était un bâtiment Généton, hein, que nous avions ouvert, un centre de production que nous avions ouvert en 2013, qui à l'époque était le plus grand centre au monde de production pour les vecteurs recombinants. Alors, j'ai envie de dire 2013, c'était il y a longtemps, et c'était il y a très longtemps pour la thérapie génique. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Et comme ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, les investissements massifs ont été faits surtout aux États-Unis,
Et aujourd'hui, on trouve aux États-Unis des plateformes de production virale qui sont plus grandes qu'Hyposchésie et nous alertons en permanence, hein, à la fois les autorités françaises et européennes. Il y a un enjeu d'indépendance sanitaire. La crise Covid nous a démontré ce que c'était que l'indépendance sanitaire. Il y a un enjeu d'indépendance sanitaire à pouvoir disposer en France des capacités de production en thérapie génique. Voilà. Et cette structure qui permet de mettre la France sur les écrans radars de la thérapie génique industrielle, bah, ça a été porté par une association de patients. Voilà, donc aujourd'hui c'est 5000 mètres carrés, c'est une capacité qui est en cours de doublement. Il y a un nouveau bâtiment qui est en cours de construction pour la production de vecteurs AAV ou l'antiviraux. C'est, comme j'ai dit, une des plus importantes structures de production en Europe. Alors, j'ai parlé de la complexité de ces produits et je voulais l'illustrer quand même, hein. Voilà, là vous avez à l'écran une molécule d'aspirine et puis vous avez un vecteur de thérapie génique. C'est pas à l'échelle, hein, c'est un vecteur AAV, c'est pas à l'échelle parce que la masse moléculaire est 10 000 fois plus importante. Donc ça veut dire en termes de diamètre, ça doit être quelque chose qui est 30 fois plus important. Donc bon, ça ne rentrerait pas sur l'écran. Mais je voulais bien illustrer à travers cette image la complexité et derrière ça, véritablement, toute la complexité de la production et la question du coût, parce qu'aujourd'hui, ces productions restent extrêmement coûteuses. Alors, c'est une des composantes du coût, on a parlé tout à l'heure des prix, et je vais en revenir, c'est une des composantes du prix, mais ça n'est pas la seule composante du prix, hein. Si on se contentait simplement d'inclure les prix de fabrication dans les prix qui ont été annoncés tout à l'heure, ben, on serait à des prix bien plus bas. Et nous, les prix que vous avez annoncés, Madame de Montalembert, nous inquiètent également. Mais en tout cas, je voulais illustrer la complexité. Alors maintenant, les enjeux. La thérapie génique multipliée victoire. Alors, je simplement voilà, une liste rapide des produits de thérapie génique qui sont enregistrés à ce jour. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des produits pour les maladies rares, il y a des produits pour les cancers. Hein, les CAR-T sont des produits de thérapie génique ex vivo. Hein. Voilà, il y en a 16 qui sont enregistrés. Néanmoins, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enjeux si on veut que ces produits continuent à être développés au service des maladies rares et des maladies fréquentes. Alors, les enjeux ils sont de plusieurs ordres, hein. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter le nombre de maladies traitées? Augmenter le nombre de maladies traitées, aujourd'hui, nous sommes convaincus que, il y a aujourd'hui un grand nombre de maladies, en particulier génétiques rares, qui sont éligibles à un traitement de thérapie génique. Mais les développements sont coûteux, en grande partie à cause du prix de la production. Et puis, les développements sont complexes, hein. On le voit par exemple avec voilà, les développements aujourd'hui pour la myopathie de Duchenne, les développements pour la myopathie myotubulaire, avec une interaction entre le vecteur et l'autre, et le patient, qui est complexe, hein. On ne met pas simplement un gène dans une enveloppe qui serait le virus et qui va dans l'organe cible, mais on a justement affaire à quelque chose qui ressemble beaucoup à un virus, avec des réponses immunitaires, avec une immunotoxicité qu'il faut comprendre, qu'on est toujours en train de découvrir. Et donc, il y a véritablement là l'enjeu non, je vais revenir en arrière. Il y a donc là l'enjeu pour la mise à disposition de plus de malades, de la compréhension, voilà, de la bonne maîtrise de ces essais cliniques. Et puis assurer la mise à disposition des produits pour tous les patients éligibles, et c'est très lié au modèle économique pour les maladies rares. Et je reviens sur ce que disait Madame de Montalembert tout à l'heure, hein. Aujourd'hui, la société Bluebird, qui porte 2 produits, un pour la bêta-thalassémie, enfin 3 produits qui nous intéressent, un pour la bêta-thalassémie, un pour la drépanocytose, un autre pour l'adrénoleukodystrophie. Et je veux souligner que le développement initial de ces produits a été cofinancé par l'AFM Téléthon, donc cofinancé par la générosité publique. Eh bien, Bluebird, créé par des scientifiques français, se retire du marché européen sur des considérations économiques en disant il n'y a pas de prix, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle en Europe. Et pour nous, là, il y a véritablement une alerte et un problème qu'il faut qu'on prenne à bras le corps, parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas acceptable, surtout pour ces produits-là, hein, quand on sait d'où ils viennent, de laboratoires français financés par la générosité publique, que ces produits ne puissent pas être mis à disposition. Voilà, je voulais conclure là-dessus, et puis j'imagine qu'on aura l'occasion d'en rediscuter pendant la table ronde. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Reva, pour une très belle présentation, très complète là encore. Et puis, encore une fois, on va souligner le rôle de l'association de patients à l'origine de tout ça. Et
C'est vraiment une qualité incroyable de ce que vous avez fait. Et je suis très content qu'on ait autour de la table des médecins, mais aussi des gens qui viennent du monde industriel et du monde des associations pour avoir vraiment une cohérence, on va dire, dans la discussion tout à l'heure. Et finalement, vous soulignez tous les enjeux et il y a sûrement des solutions hein, entre des gens de bonne volonté. On aura sûrement des solutions, mais on va peut-être pas la trouver aujourd'hui, mais au moins donner des idées générales. Le dernier orateur avant la table ronde est un ami, un collègue de l'hôpital Bicêtre, le professeur Andoni Echaniz Laguna, qui est donc neurologue et qui est le directeur du centre de référence des neuropathies rares à l'Université Paris-Saclay, Assistance publique hôpitaux de Paris. Son exposé aujourd'hui, eh bien, il va être ciblé sur son expertise, mais il y aura des considérations qui auront des échos bien au-delà. Et je le remercie beaucoup de nous parler du traitement des neuropathies héréditaires par ciblage de l'ARN et de l'ADN. Et là encore, il y avait un article cette année dans le New England Journal of Medicine sur ce sujet et bien d'autres dans les années précédentes, venant en particulier de ton centre. Donc on t'écoute avec beaucoup d'intérêt. Très bien, merci beaucoup Marc et merci aux organisateurs pour cette invitation. Donc je suis neurologue adulte effectivement et je travaille à Bicêtre dans le domaine des neuropathies rares. Alors une neuropathie, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie neurologique qui va toucher les nerfs périphériques. Donc ce n'est pas des maladies qui vont toucher le cerveau, c'est important de le préciser, ça touche les nerfs dans les bras, dans les jambes. Ça provoque une atrophie, une perte de force, ça provoque des troubles sensitifs. C'est des patients qui vont perdre la marche, des patients qui souvent finissent en chaise roulante, donc des maladies graves. Ces maladies héréditaires, ces neuropathies héréditaires, il y en a beaucoup, vous les voyez résumées sur cette diapo, mais je vais me centrer aujourd'hui sur un type particulier de neuropathie héréditaire qui sont les neuropathies amyloïdes. Et pourquoi je vais me centrer là-dessus? Parce que ce qui se passe en ce moment sur le plan thérapeutique avec les neuropathies amyloïdes est assez emblématique, je pense, de ce qui peut se passer avec d'autres maladies, en particulier d'autres neuropathies. Alors, l'amylose, la neuropathie à transthyrétine, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui est dominante, donc génétique dominante. Une mutation apparaît sur un gène TTR et va induire l'apparition d'une molécule toxique, une protéine TTR mal formée qui est produite par le foie et qui va se déposer sur différents tissus, en particulier dans les nerfs périphériques. C'est ce que vous voyez sur l'image. Il y a des dépôts de protéines anormales qui vont se faire et les nerfs vont finir par être détruits. Donc, si vous voulez, le foie se transforme en une usine qui va produire des molécules toxiques et c'est important, vous le verrez pour la suite du traitement. C'est une maladie qui touche l'adulte, ce n'est pas une maladie pédiatrique, ça démarre suivant la mutation entre 25 et 50 ans et c'est une maladie qui est d'évolution mortelle. Les patients finissent par perdre la marche, finissent par être grabataires et meurent des complications de la perte de l'autonomie. Donc une maladie de l'adulte et une maladie grave. Les premiers traitements de l'amylose héréditaire sont apparus dans les années 90. Le postulat de base était simple, c'est ce que je viens de vous dire. C'est une maladie finalement où le foie va produire une protéine anormale. Donc le premier traitement, ça a été la greffe hépatique. La logique en dessous a été de se dire on enlève le foie malade, on va en mettre un nouveau. Et c'est un traitement qui fonctionne, mais vous savez que c'est un traitement qui est lourd, avec un traitement immunosuppresseur sur la longue durée, avec des complications périopératoires, post-opératoires possibles. Et on est assez rapidement passé à des choses plus élaborées. On est passé au tafamidis au début des années 2010, qui a été développé par Pfizer. Tafamidis, c'est une protéine, c'est un médicament qui se prend par voie orale. C'est un comprimé qui est disponible commercialement. On a des patients qui sont traités par tafamidis. Et c'est un médicament dont le but est de stabiliser la protéine TTR dans le sérum, donc pour l'empêcher de prendre une conformation anormale et l'empêcher de se déposer. Mais très vite, vous voyez, à partir de 2018, on est passé à l'étage supérieur. On a commencé à avoir des médicaments qui, cette fois-ci, étaient ciblés sur l'ARN messager. Et on a deux molécules, en particulier le patisiran, qui a été développé par Alnylam aux États-Unis, et puis l'inotersen, qui a été développé par Ionis, aussi aux États-Unis, où là, on va avoir un siRNA ou un oligonucléotide antisens qui va cibler l'ARN messager de la transthyrétine. Vous avez ici la publication du résultat de la phase 3 de l'Alnylam dans les neuropathies amyloïdes. Donc, c'est un ARN interférentiel qui se donne par voie intraveineuse. C'est une injection toutes les 3 semaines. L'ARN est inclus dans une nanoparticule lipidique qui va cibler le foie. Et vous voyez que les résultats sont spectaculaires puisqu'on a un effondrement du taux de TTR dans le sang. On a sur le plan neurologique une maladie qui est quasiment stoppée net. Les patients
arrêtent d'évoluer et dans un certain nombre de cas, même les patients s'améliorent. Donc une efficacité sur cette étude de phase 3 spectaculaire. Et on a maintenant plusieurs centaines de patients en France qui sont traités par Patisiran, qui ont leur perfusion toutes les 3 semaines. Un traitement qui, par ailleurs, est bien toléré sans effet secondaire majeur. L'autre molécule, c'est l'inotercène. C'est un oligonucléotide antisens. Et là, vous avez le résultat de l'étude de phase 3 qui a été publiée dans le New England il y a maintenant 3 ans. Le principe est toujours le même. C'est un oligonucléotide qui est inclus dans une particule lipidique qui va cibler le foie. Et là encore, une efficacité spectaculaire puisque le taux de TTR dans le sang chute. Et là encore, on a un blocage de l'évolution de la maladie. Donc là encore, c'est une molécule qui est disponible commercialement. On a des patients en France qui sont traités par inotercène. C'est une injection sous-cutanée qui se fait toutes les semaines. Donc vous voyez qu'en l'espace de quelques années, les choses ont énormément changé. On est passé de la greffe hépatique au tafamidis qui cible la protéine. On est passé ensuite aux ARN interférentiels, aux oligos qui ciblent l'ARN. Et maintenant, on arrive à l'étape suivante. On va remonter en quelque sorte vers la source du mal. On va s'attaquer directement à la mutation. Et ça, c'est une étude qui a été publiée il y a quelques semaines dans le New England, où une équipe américaine, avec des patients anglais et néo-zélandais, a traité 6 patients avec CRISPR-Cas9, avec un principe similaire que celui qu'on a vu avec les siRNA. Donc, un matériel qui est inclus dans une nanoparticule lipidique avec un ciblage hépatique. Et ce qu'on a pu voir sur ces 6 patients, c'est que la tolérance est bonne, on n'a pas eu d'effet secondaire particulier, et ce qu'on voit, c'est que les taux de TTR chutent au niveau du sang. Donc la délétion du gène a fonctionné, et on est en droit de se dire que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc c'est quelque chose qui maintenant va se développer, les phases 1, 2, etc. Arrivent. On va essayer de participer en France à ces protocoles, et ça ouvre des perspectives effectivement énormes, puisque là, c'est un traitement one shot, c'est une seule injection et on va déléter le gène et la maladie disparaît. Donc vous voyez vers quel type de projet thérapeutique on peut se diriger si ce type de thérapie fonctionne sans effet secondaire significatif. Donc vous voyez là, c'est pour rebondir sur le papier, les taux de TTR qui s'effondrent complètement au niveau du sang et qui sont donc la preuve que la délétion du gène est bien présente. Donc vous voyez que finalement, quand on regarde les choses de loin, et c'est peut-être ça la diapo importante de mon topo aujourd'hui, vous voyez l'évolution extrêmement rapide dans l'espace de 30 ans, où on passe de traitements ciblés sur la protéine à des traitements ciblés sur l'ARN, avec maintenant des traitements ciblés sur l'ADN. Nous vivons des temps intéressants et les choses vont continuer à évoluer. Et je vous rappelle que là, le gain est vraiment significatif. C'est une maladie mortelle et là, on en arrive à des traitements qui sont efficaces. Est-ce que ce type de traitement est exportable à d'autres neuropathies héréditaires? Eh bien oui, vous avez un autre exemple dans les neuropathies héréditaires qui sont les neuropathies métaboliques. Et parmi elles, vous avez la porphyrie, qui là aussi est une maladie qui peut être potentiellement grave, avec des crises porphyriques où quelquefois le patient peut perdre la vie, avec une atteinte neurologique qui peut être extrêmement sévère sur le plan périphérique, mais aussi sur le plan central. Et bien là encore, vous voyez, c'est encore un travail d'Alnilam qui a développé un ARN interférentiel sur le même principe que le patisiran dans l'amylose. Donc là aussi, une nanoparticule lipidique, un ciblage hépatique. Et vous avez ici les résultats de la phase 3 qui ont été publiés l'an dernier dans le New England, avec là encore une efficacité spectaculaire de ce type de traitement par RNA interférentiel, avec très peu d'effets secondaires. Est-ce que c'est exportable à d'autres neuropathies héréditaires? Sans doute que oui. Et je vous donne juste un petit mot sur la plus fréquente des neuropathies héréditaires, c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui en France touche quelque chose comme 20 à 30 000 patients, donc une population relativement large. Et la maladie de Charcot-Marie-Tooth, dans sa forme la plus fréquente, elle est le résultat d'une duplication du gène PMP22. Donc on est dans le même cadre finalement que dans la transthyrétine. On a un gain de fonction toxique et donc on peut imaginer qu'un ciblage sur ce gain de fonction, si on arrive à réduire l'activité de PMP22, on peut avoir un traitement efficace. Donc sur Bicêtre, on a une équipe d'INSERM dirigée par Liliane Massad qui travaille là-dessus, dans laquelle on a développé des siRNA dirigés contre PMP22, avec pour l'instant une efficacité spectaculaire sur les modèles murins, sur les souris. On a des
des souris qui sont paraplégiques et qui reprennent la marche. Et donc, on espère pouvoir développer ce type d'approche et pouvoir ensuite l'exporter vers le patient. Donc voilà une espèce de survol de l'évolution des thérapeutiques dans ce champ très précis de la neurologie. Et vous voyez que les choses ont évolué extrêmement rapidement avec un bénéfice pour le patient qui est tout à fait clair et net. Je vous remercie. Merci Andoni pour là encore une très belle présentation. Et puis quelques chiffres. Finalement, autour de la table, on est chacun intéressé, spécialisé dans des maladies plus ou moins rares, mais quand on fait la somme, c'est un nombre considérable de patients. Et toutes ces technologies sont relativement applicables à toutes les maladies à transmission héréditaire. Ou même au-delà, hein, même dans des pathologies acquises. On a parlé du cancer qui est loin d'être une maladie rare, mais il y a également les cancers rares qui sont, à mon avis, une autre source vraiment d'intérêt pour ces traitements en développement. Donc merci Andoni pour ce partage et puis ces perspectives venant d'une équipe de recherche française, comme on l'a entendu tout à l'heure sur le Téléthon.